Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va voir ensemble si entreprendre sur internet en 2023, eh bien c'est clairement la pire idée que vous pouvez avoir cette année. Alors, bonjour à tous, déjà, c'est vrai que j'ai loupé une semaine au niveau du podcast. C'est vrai, j'étais pas mal pris ces dernières semaines, il s'est passé pas mal de choses, je pense que je vous ferai un jour un podcast sur, on va dire, mes 2 dernières semaines qui ont été assez importantes pour moi. Et en plus de ça, je suis un petit peu malade. Alors, je sais pas si ça s'entend à ma voix, voilà, je suis un peu malade depuis 2-3 jours. Et en plus de ça, j'ai changé là de logiciel, je suis en train de tester de nouvelles choses au niveau du podcast. Donc je sais pas si la qualité sera aussi bien qu'avant, dans tous les cas, je l'espère, parce que je trouvais que la qualité était vraiment pas mal. Alors aujourd'hui dans ce podcast, j'ai envie vraiment de vous parler d'entrepreneuriat sur internet et de répondre un petit peu à cette question, est-ce que finalement c'est la pire idée? C'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, on voit l'intelligence artificielle qui est là, qui arrive, on voit un petit peu au niveau des retraites. C'est vrai que souvent quand on entreprend, on peut pas forcément gagner une retraite plus tard. Bon voilà, je vous renvoie vers le podcast dédié à ça. Mais on est en ce moment vraiment dans un climat de peur en fait, où je trouve que les personnes sont beaucoup moins enclins à créer des choses, à prendre des risques. Il y a eu une vague vraiment avec le Covid en 2020 où c'est vrai que beaucoup de personnes se sont retrouvées finalement seules chez elles et beaucoup ont eu cette idée de faire des choses sur le web et je trouve que cette flamme commence à se perdre. C'est vrai que je trouve qu'il y a un ralentissement au niveau de l'entrepreneuriat sur le web, au niveau de toutes les activités qu'on peut faire autour de ça. Et voilà, je trouvais que c'était important et judicieux de se poser la question début 2023 si finalement c'est bien ou pas d'entreprendre sur internet. Donc moi je vous ai préparé 10 points qu'on va voir ensemble dans ce podcast qui vont être des points on va dire négatifs. Voilà, l'idée c'est pas forcément de dire que tout est bien, tout est génial. L'idée de ce podcast c'est vraiment de citer ces 10 points, de les développer ensemble. Voilà, ça va vraiment vous permettre de vous donner une idée de toutes les choses qui vont pas. Et je vous ferai un podcast où vraiment on va essayer de voir les choses positives. Alors déjà de toute façon en citant les points négatifs, forcément voilà on pourra en tirer du positif. Vous allez le voir petit à petit. Mais l'idée c'est vraiment voilà de se faire un petit peu un prévisionnel, voilà, de savoir si vraiment ça vaut le coup ou pas d'entreprendre sur internet en 2023. Allez, sans plus tarder, on va commencer avec le premier point qui pourrait effectivement donner raison au fait qu'entreprendre sur internet en 2023 ce n'est pas forcément une bonne idée. Et cette première raison, c'est au niveau de la concurrence. En fait, il y a une concurrence qui est féroce sur internet. Alors c'est un petit peu le principe moi je le vois un petit peu le principe de l'artisan. Moi j'habite à la campagne, je suis quelqu'un qui est né à la campagne et qui adore la campagne. J'ai vraiment du mal avec la ville. Enfin c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal avec ça. Et effectivement, lorsqu'on est isolé, lorsqu'on habite un petit village ou lorsqu'on est tout seul, eh bien, on est finalement peu exposé à la concurrence. Ce qui peut finalement permettre à des artisans ou même à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément un haut niveau d'exigence et qui sont pas forcément très bons dans leur domaine, ça arrive, malheureusement tout le monde n'est pas excellent, eh bien vu qu'ils sont un peu isolés, finalement, il n'y a pas réellement de concurrence. Et il y a des personnes qui sont relativement moyens, voire même mauvais, qui peuvent finalement réussir à obtenir des résultats et qui peuvent très bien vivre de leur activité. A contrario d'Internet, c'est que finalement, lorsque vous êtes sur Internet et que vous travaillez en ligne, la concurrence est beaucoup plus féroce, puisque là, vous vous attaquez à un marché qui est national, voire international. Voilà, il y a vraiment une grosse différence en fait entre le petit entrepreneur du village et l'entrepreneur qui va s'attaquer à la France entière. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est important par rapport à votre activité. Il faut avoir conscience de ça. En fait, il faut vous dire dès le début, ok, la concurrence, ça sera féroce puisque je vais m'attaquer à un gros marché, je vais m'attaquer à un gros morceau. Et voilà, ça peut faire peur un petit peu au début. Alors,
je dis bien national, mais après vous pouvez quand même être niché. Si par exemple vous avez une activité sur le web, par exemple vous avez une conciergerie, donc une conciergerie pour gérer des personnes qui font de la gestion locative, donc les entrées et les sorties, eh bien hop, j'ai un petit problème d'ordinateur en live, voilà. Voilà, c'est bon, c'est résolu. Les aléas du direct. Donc je disais, voilà, vous pouvez très bien avoir un site, par exemple, de conciergerie, et vous pouvez cibler des personnes dans votre région. Donc à ce moment-là, bon, vous êtes quand même dans une concurrence qui est pas réellement nationale, vous êtes quand même régional. Mais moi, je parle vraiment si, par exemple, vous voulez vendre des prestations de référencement naturel, un service sur le web, ou peu importe votre service sur le web, à échelle nationale. Donc voilà, faut bien aussi mesurer ça, je tenais à le dire. Voilà, mais dans tous les cas, voilà, faut avoir conscience de ça et comprendre que par rapport à votre placement, à votre thématique, vous risquez de vous exposer à un marché national et ça peut imposer une concurrence féroce. Donc qui dit concurrence, eh bien dit forcément qu'il va falloir se bouger. En fait, si vous n'êtes pas très bon, que ce soit en marketing, si vous ne savez pas réellement vous vendre, et si derrière vos compétences ne sont pas excellentes, ou au moins bonne, on va dire, eh bien vous risquez d'être dépassé par vos concurrents. Alors peut-être que vous aurez un petit peu de chance comme ça d'avoir un client de temps en temps, mais malheureusement ça ne suffira pas à avoir une entreprise pérenne sur Internet et à entreprendre, eh bien on va dire avec résultats concrets sur Internet. Donc ça c'est vraiment important, le premier point de comprendre la concurrence qui est féroce et qui est de plus en plus féroce. Moi je le vois depuis que je suis arrivé sur le web, donc en 2018, j'ai lancé Cyber Indépendant début 2019, au 1er janvier 2019, et bien aujourd'hui je le vois, la concurrence est beaucoup plus dure. Quand je faisais des fois des vidéos sur ma chaîne YouTube au tout début, j'avais parfois plus de vues que maintenant, alors que aujourd'hui j'approche sur ma chaîne des 30 000 abonnés. Donc voilà, la concurrence est beaucoup plus forte. En plus, le monde évolue, il y a des thématiques qui marchent moins à un certain moment donné que d'autres, je l'ai dit au début de ce podcast, mais tout ce qui était business en ligne, ça cartonnait avant 2020, ça cartonnait pendant le début du Covid. Ensuite, il y a eu un essoufflement. On a eu une année 2021 qui était vraiment dédiée à la crypto-monnaie, à l'investissement. Enfin, ça partait dans tous les sens. Et là, on est sur d'autres thématiques. Il y a l'IA qui est une thématique qui ressort bien, mais il y a quand même un ralentissement sur cette activité-là. Donc, c'est aussi important de le prendre en compte et penser aussi à être tout simplement, je dirais pas forcément meilleur que vos futurs concurrents, mais je dirais d'essayer aussi de vous nicher. Alors ça, voilà, c'est encore un autre truc, mais voilà, il y a différents moyens d'affronter sa concurrence. Soit de l'affronter frontalement, et à ce moment-là, il faut être meilleur, soit il faut éventuellement essayer de se nicher un petit peu pour éviter justement d'être happé par cette concurrence. Si vous êtes seul, si vous êtes 1000 dans une arène à faire la même chose, ça va être compliqué de sortir vainqueur. Par contre, si vous êtes dans une arène où vous êtes que 10, vous avez plus de chances quand même de sortir vainqueur. Donc, faut aussi le voir comme ça. Il y a, pensez vraiment à étudier un peu la concurrence et à essayer bien de la dépasser. Voilà pour ce premier point. On va passer au deuxième. J'essaie quand même d'aller assez vite quand même sur les points, puisque là je vous ai fait une longue liste de points. J'aurais peut-être dû en mettre que 5 finalement et aller un peu plus loin sur chaque point. Mais voilà, bon, je me dis avec les 10 là on est quand même sur un gros podcast. Alors, le deuxième point, c'est l'incertitude économique. Alors, aujourd'hui, que ce soit une entreprise physique ou même une entreprise en ligne, les entreprises en ligne peuvent être exposées à des fluctuations économiques plus importantes que les entreprises traditionnelles, ce qui peut entraîner des incertitudes sur leur rentabilité. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai dit avant. En fait, ça évolue énormément. Le web, en fait, est un domaine qui, chaque mois, évolue plus vite. Enfin, j'ai pas un ratio comme ça qui me vient en tête, mais par rapport à un business physique, peut-être à peu près que un mois d'évolution, un mois de business en ligne, ça équivaut à un an d'évolution d'un business physique. Ça évolue énormément. Il y a des outils qui sortent tous les jours. Il y a des nouvelles entreprises qui créent de nouveaux produits. Il y a des nouvelles demandes. Il y a des nouveaux besoins. Le web, c'est ça. Aujourd'hui, il faut vraiment, si vous travaillez sur le web, il faut vraiment être à jour. Là, en ce moment, depuis 2 mois, il y a l'IA. On entend parler que de ça, ChatGPT et encore d'autres IA, Midjourney et compagnie. Aujourd'hui, si vous ne savez pas encore ce qu'est une IA et que vous travaillez sur Internet,
là il y a un gros problème. Enfin vraiment, regardez des vidéos sur l'IA, écoutez mon podcast que j'ai fait sur l'intelligence artificielle il y a un mois à peu près maintenant. Je vais vous préparer des vidéos sur le sujet, mais en tout cas c'est super important et c'est vrai qu'il y a une vraie incertitude économique pour toutes les personnes qui ont créé leur entreprise sur le web, puisque ça évolue extrêmement vite et pour ça il faut être prêt à se mettre à jour, il faut être prêt à accepter aussi ces fluctuations économiques. Alors, il y a un avantage, je trouve, à travailler sur le web, il y a un gros avantage. On va quand même essayer de donner quelques points positifs. C'est que finalement, la plupart des personnes qui travaillent sur le web aujourd'hui travaillent de chez elles. Donc ça permet quand même de faire des économies. Il n'y a pas besoin de se déplacer forcément en voiture tous les jours. Il n'y a pas besoin de prendre les transports en commun tous les jours. Donc voilà, en quelque sorte c'est du télétravail. Mais aussi voilà, on mange chez soi, donc on fait des économies. Il n'y a pas de repas, il n'y a pas de perte de temps dans les transports, etc., etc. Décidément, mon ordinateur fait des siennes. Il se verrouille tout seul. Sans raison, voilà. Donc c'est un avantage finalement qu'on peut quand même en tirer à ça, c'est que même s'il y a une certaine incertitude économique en tant qu'entrepreneur sur Internet, il y a quand même de l'autre côté des possibilités de réduire ses dépenses et de justement on va dire mieux contrôler son budget et éviter de s'exposer à des gros risques. Il y a aussi vous n'avez pas besoin de grand chose aussi pour vous lancer sur le web. Ça c'est un point qui est aussi super important, c'est que lancer votre entreprise de formation, lancer votre entreprise de coaching sur Internet, ça requiert quoi finalement? Ça requiert un ordinateur, je suppose que vous en avez un, ça requiert une connexion Internet, pareil, aujourd'hui 90-95% des foyers sont équipés d'une connexion Internet, bon j'espère que vous avez quand même une connexion qui est à peu près correcte, il n'y a pas besoin d'avoir de la fibre, mais bon, il faut quand même avoir une bonne connexion Internet. Et puis après, vous avez la plupart des outils aujourd'hui sur le web qui sont gratuits. Alors, ils sont payants, mais je veux dire, ils ont des formules de base, des formules d'essai gratuites qui sont très très bien. Je pense notamment à System.io, qui a une formule gratuite qui est géniale. Vous pouvez avoir jusqu'à 2000 contacts, vous pouvez déjà faire des ventes de formation, vous pouvez déjà créer un tunnel de vente. Donc en fait, vous pouvez commencer à créer votre business sur Internet, votre activité sur le web gratuitement. Et ça, c'est vraiment un gros point. Alors que si vous souhaitez ouvrir, je sais pas, un petit magasin dans votre ville ou je sais pas, un restaurant ou peu importe le business que vous voulez lancer, eh bien il va falloir des locaux, il va falloir du matériel, il va falloir quand même pas mal de choses. Donc d'un côté, voilà, l'incertitude économique, c'est peut-être plus risqué finalement d'être sur le web parce que ça évolue très vite, ça change très vite, et de ne pas avoir de dépenses, plutôt que d'avoir beaucoup de dépenses pour lancer son activité et d'avoir quelque chose de pérenne. Donc à voir, mais dans tous les cas, pensez que vous risquez d'avoir une vraie incertitude économique, puisque ça évolue quand même beaucoup. On passe maintenant au troisième point, qui sont, alors j'ai noté comme ça, mais qui sont les coûts cachés. Alors, les coûts liés à la création et à la gestion d'une entreprise en ligne, tels que les frais de développement de sites web, peuvent être plus élevés que prévu. Alors, c'est un petit peu pour contrebalancer le point précédent. Effectivement, j'ai dit que lancer un business sur Internet, ça peut quand même être relativement, je dirais pas simple, mais c'est relativement facile aujourd'hui avec beaucoup d'outils qui permettent de le faire gratuitement. Mais il faut aussi prendre conscience d'un truc, c'est qu'il peut y avoir des coûts cachés liés à votre activité sur Internet. Ça peut être par exemple la nécessité d'avoir un comptable. Si aujourd'hui vous avez une entreprise, vous avez besoin, alors une entreprise SASU, peu importe votre entreprise en ligne, en tant que micro-entrepreneur, ça ce n'est pas obligatoire. Mais si vous avez une entreprise en ligne, vous avez besoin d'un comptable. Vous pouvez aussi avoir des frais d'hébergement de cloud. En fait, il y a pas mal de choses qui peuvent se greffer dessus et à l'inverse, ça peut aller assez vite. En fait, je trouve que on peut même être sur une courbe exponentielle en termes de dépenses. C'est-à-dire qu'au début du lancement de votre activité sur Internet, vous n'allez pas avoir de frais puisque la plupart des outils ont des versions d'essai qui sont, comme je l'ai dit juste avant, qui sont assez intéressantes et qui sont justement gratuites. Donc ça, c'est un bon point. Mais par contre, après, ça peut vite être exponentiel. Par exemple, vous pouvez être bloqué par rapport à l'hébergement du nombre de formations que vous pouvez créer. Par exemple, il y a des outils comme je reviens sur System.io, par exemple, vous pouvez, sur la formule de base, je crois, qui est à 27 € par mois, vous pouvez héberger que 5 formations. Donc c'est bien, mais une fois que vous l'avez rempli, ces 5 formations, il va peut-être vous falloir la formule au-dessus.
Pareil pour les contacts. Si par exemple vous avez 5000 contacts mail et que par la force des choses vous avez plus de contacts d'un coup, eh bien vous serez obligé de passer à une formule supérieure et donc de payer plus cher. Mais derrière, lié à ça, peut-être que vous allez augmenter votre plafond de micro-entrepreneur et devoir passer en société, donc engager des frais de création d'entreprise, avoir un comptable, etc., etc., etc. Et après vous pouvez multiplier les frais. Avoir après un logiciel qui va permettre, comme Quadarno par exemple, de faire de la facturation client. Donc là, il y a un abonnement en plus. Après, vous pouvez utiliser différents outils pour augmenter votre référencement. Donc voilà, vous pouvez payer 20 €, etc. par-ci, par-là. Et au final, après, ça peut faire quand même un petit budget qui peut être assez conséquent et finalement qui a un coût caché. Et si vous lancez par exemple votre site web et que vous n'avez pas forcément les compétences pour le gérer, pour l'optimiser, pour régler des problèmes que vous pouvez avoir, eh bien, passer par un développeur, passer par un webmaster, eh bien, ça peut entraîner encore des coûts supplémentaires. Donc, il faut aussi penser à ça au niveau des coûts cachés. Il peut y en avoir finalement plus que prévu. Et bah voilà, pensez-y tout simplement, rien n'est gratuit non plus, c'est juste que je trouve qu'au début, voilà, c'est quand même, on peut se lancer relativement facilement, sans dépenser beaucoup d'argent, mais après, bah, au fur et à mesure, ça peut vite grimper et on peut avoir des surprises. Voilà, on peut avoir des surprises. Alors ensuite, en quatrième point, on va changer un petit peu de ces deux points liés à l'argent. J'ai mis un point qui est très important et qui est très important pour moi et je vais le citer dès maintenant, c'est le manque de contact en personne. Le manque de contact en fait réel avec des personnes, on va dire physiques. Les entreprises en ligne peuvent manquer de contact physique, donc avec leurs clients, ce qui peut rendre plus difficile la fidélisation de la clientèle. Alors ça, c'est un autre point que j'ai relevé, mais je vais... en fait, on peut le voir de différentes manières. On peut le voir de différentes manières. La première manière, c'est de tout simplement ne plus avoir de relationnel humain. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement m'a assez dérangé ces dernières années, c'est que finalement lorsqu'on travaille sur le web, eh bien on a tendance finalement à ne pas bouger de chez soi ou finalement assez peu et on passe finalement sa journée devant son ordinateur. Alors s'il y a du coaching, s'il y a des réunions, s'il y a des calls à faire, en fait tout passe par le biais du numérique et on perd finalement le côté échange avec des personnes, on perd le côté relation client et ça c'est quand même quelque chose de dommage qui est très dommage. Tous les humains ont besoin, en fait, on a tous besoin comme ça d'échanger avec d'autres êtres humains. Comme ça, c'est normal, hein, on est fait comme ça en fait, hein, créatures que nous sommes, et justement le web nous pénalise en fait à ça. Donc alors voilà, il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Peut-être que dans votre activité web, vous êtes ou vous serez amené à rencontrer des gens, par exemple pour leur développer une application, développer des sites web. Vous serez peut-être obligé d'aller dans des entreprises, etc. Mais beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de freelance, beaucoup de rédacteurs, beaucoup de métiers du web sont touchés par ça et sont vraiment touchés par le manque de contact physique avec des gens, le manque de contact réel. En fait, on sort un petit peu de la réalité et tout a tendance de passer par le web. Et voilà, c'est un petit peu dommage, effectivement, mais en plus de ça, ça pèse en fait, ça pèse aussi sur le moral et c'est pas quelque chose qui est vraiment simple à vivre. Voilà, ça dépend des personnes. Moi, je sais que je l'ai quand même un peu mal vécu, mais je suis pas forcément la personne qui aime le plus, être entouré tout le temps de personnes, etc. Moi, je suis assez bien seul et indépendant, mais pour autant, il y a des personnes qui ont besoin vraiment de ce tissu social et de travailler sur Internet. Entreprendre sur Internet peut être un frein à ça finalement, donc eh bien il faut y penser. Et le deuxième point de ce point, le point 4.5 on pourrait dire, c'est que ça peut rendre plus difficile la fidélisation de la clientèle. Alors ça, effectivement, je l'ai noté parce que c'est vrai que quand on a du contact physique
lorsqu'on échange avec la personne. En réel, en fait, on peut plus facilement créer de la fidélisation, puisque voilà, on connaît cette personne. Enfin, je veux dire, c'est différent en fait, c'est différent. Travailler avec quelqu'un uniquement par le biais d'un WhatsApp et d'une application ou d'un Zoom, eh bien, c'est différent que de voir cette personne en vrai et d'échanger avec cette personne. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment être un frein aussi à la fidélisation de la clientèle et c'est plus compliqué finalement de garder comme ça un relationnel, même si on est dans un cadre professionnel évidemment, et bien ça peut être, je pense, encore plus compliqué. Enfin, voilà, moi j'ai déjà travaillé avec des clients, j'ai déjà travaillé avec pas mal de personnes et c'est vrai que c'est pas pareil que lorsqu'on travaille avec un collaborateur en réel. C'est sûr qu'il y a une grosse différence à ça. Donc voilà, pour ce 4e point, on va attaquer le 5e point et là on va parler de la dépendance à la technologie. Parce que c'est un point qui est aussi indispensable lorsqu'on travaille sur le web, mais qui peut aussi se retourner contre nous. C'est que, que lorsqu'on a une entreprise en ligne, un business en ligne, on dépend fortement de la technologie. Et ça peut entraîner des problèmes, des pannes de site web, des retards. Ça peut entraîner quand même des problèmes, le web. Faut se dire un truc, c'est que le web n'est pas forcément parfait. On a des outils aujourd'hui qui fonctionnent très bien, mais il peut y avoir des coupures. Alors moi, ça m'est arrivé un paquet de fois, même sur Podia, qui est un outil que j'utilise régulièrement. C'est pareil. Il y a des après-midi, des fois, où ça bug complètement. Alors, j'ai beau relancer le site, etc. Relancer le site. Juste, je me déconnecte du navigateur et je me reconnecte ou je coupe ma connexion internet. J'ai pas accès au site de Podia. Je travaille pas chez Podia. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux rien faire. En fait, le site a un problème, un dysfonctionnement de serveur ou je ne sais quoi exactement. Et c'est pas possible. Donc ça entraîne ça entraîne des problèmes. Pareil au niveau d'internet. Alors moi en général ça fonctionne bien, mais des fois il y a des problèmes au niveau d'internet. Ça rame un petit peu. On sait pas trop pourquoi. Et voilà, ça peut quand même être assez vite dérangeant. Donc et puis après, il y a un peu ce qu'on pourrait appeler le signe noir. C'est des choses des fois qui arrivent et on sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça vient, mais ça arrive. Voilà, ça ne marche pas. On va mettre des choses en place, ça marche pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors c'est une erreur qui est extrêmement bête, mais alors là c'est plus une erreur qu'un problème. Mais bon, voilà, j'en suis aussi responsable. Mais bon, c'est très bête. Mais j'avais fait un lancement de produit il y a un petit moment sur une nouvelle formation et je sais pas, je crois que j'avais mal enregistré la page, j'avais fait une modification sur la page de vente pour faire apparaître le formulaire de paiement et j'avais mal enregistré la page, enfin je me rappelle plus trop exactement. J'ai lancé la promotion, j'ai lancé la nouvelle offre et ça marchait pas en fait, ça ne marchait pas. Alors heureusement que je m'en étais pas rendu compte. Alors heureusement que un client m'a contacté et m'a dit voilà, écoute, là il y a un problème, on peut pas acheter la formation. Donc voilà, j'ai pu résoudre le problème. Mais si j'avais pas eu des clients pour m'avertir de ça, eh bien en fait j'aurais lancé une promotion que personne aurait pu en fait acheter et ça aurait été quand même très dommage. Ça foire complètement à le lancement. Donc le web c'est génial pour ça, mais le web c'est très bêta finalement. C'est du binaire, c'est du 1 et du 0. Donc si derrière il y a un petit truc qui va pas, et bien derrière ça ne peut ne pas marcher. Donc voilà, puis de toute façon, si on travaille sur le web, forcément on a une très grosse dépendance à la technologie, une très grosse dépendance au web. Si vous vous retrouvez à un endroit, je sais pas, vous êtes digital nomade, vous allez à un endroit où il n'y a pas de connexion internet, alors que pourtant vous avez regardé sur le site de l'ARCEP un petit peu avant si vous aviez du réseau à cet endroit-là. Tous les voyants étaient dans le vert, vous comptiez avoir de la 4G, même de la 5G, pourquoi pas. Et en fait, vous arrivez là-bas et vous n'avez pas de réseau. Voilà, c'est un petit peu problématique. Ou sinon de la 3G qui est très très lente, qui est bridée. Donc là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais c'est important de le prendre en compte. Et je pense aussi que sur ça, il faut vraiment en fait être antifragile au niveau de la technologie. Il faut vraiment avoir des plans A, des plans B, des plans C. Si par exemple vous comptez faire un voyage et travailler en tant que digital nomade, comme l'exemple que j'ai cité auparavant, eh bien il va vous falloir une bonne connexion. Donc avec votre téléphone portable, pourquoi pas acheter un petit modem, un petit routeur en plus avec une carte SIM en plus. Enfin voilà, prévoir des solutions pour finalement ne pas être trop coincé, vu que en tant qu'entrepreneur sur Internet, on a une vraie dépendance à la technologie.
Et ça peut être pareil au niveau de votre ordinateur, hein. Si aujourd'hui vous avez un ordinateur qui commence à être un peu vieux, que vous faites pas forcément de sauvegarde, que voilà, vous n'êtes pas forcément à jour, que vous installez des choses un peu bizarres sur votre ordinateur, entre les virus, les pannes et tout ça, vous risquez de perdre pas mal de données et ça risque de complètement vous coincer dans votre travail. Quand on est entrepreneur du web, l'ordinateur c'est clairement l'outil de travail, c'est quelque chose qui est primordial, qui n'est pas à négliger et c'est quelque chose qui doit être entretenu et maîtrisé un minimum, sinon vous serez tout le temps chez un réparateur informatique en cas de moindre problème. Donc ça c'est vraiment un point, voilà, j'ai insisté vraiment sur ce point-là parce que c'est vrai qu'on a une vraie dépendance à la technologie comme n'importe quel artisan finalement, hein. Un artisan dans le bâtiment, il a besoin de son camion, il a besoin de ses outils, c'est pareil. Et nous, en tant qu'entrepreneurs sur Internet, on a besoin de nos outils du web et surtout de les maîtriser, de les comprendre et de savoir en cas de problème les réparer et trouver des solutions, des plans B pour s'en sortir. On va passer donc tout de suite au 6e point. Et alors c'est un point qui est... Voilà, j'ai été le chercher un peu loin, mais je vais vous expliquer parce que c'est un point qui est quand même vachement important. C'est la responsabilité en matière de protection des données. Donc, les entreprises en ligne sont soumises à des réglementations strictes en matière de protection des données, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires et une responsabilité accrue en cas de violation de la vie privée. Alors c'est pas un point qu'on voit beaucoup, c'est pas quelque chose qui est énormément abordé, mais voilà, je veux quand même être assez clair avec ça. Depuis quelques années, on a la RGPD qui est arrivée, et la RGPD, concrètement dans les grandes lignes, c'est pour protéger les données des clients, des prospects qui passent, qui sont en ligne, hein, tout simplement. Et en fait, il faut savoir que malheureusement, la plupart des entrepreneurs du web ne sont pas forcément à jour avec ce point-là, n'ont pas forcément conscience de tous les éléments qu'il faut connaître en fait sur ça. Et donc c'est un point qui, je pense, aujourd'hui n'est pas forcément... Aujourd'hui, si vous lancez votre activité sur le web, que niveau RGPD, c'est pas forcément ça. Voilà, si vous lancez, vous avez un petit business, ça va pas forcément vous porter préjudice et voilà, c'est le début, faut vous lancer, vous avez pas forcément, j'ai mis un coup sur le micro, vous avez pas forcément beaucoup de clients, etc. Donc on va dire au début, tolérance en quelque sorte, ça peut aller. Mais par la suite, clairement, ça peut vite devenir problématique et vous pouvez même, je pense, avoir des problèmes avec ça. Donc, je vous invite vraiment là à vous renseigner au niveau de la RGPD. Mais par exemple, je sais qu'une règle importante de la RGPD, c'est au niveau de la conservation des données de ses clients. Cas concret, vous avez donc un business en ligne, vous récupérez les adresses mail des personnes qui sont intéressées par votre produit ou votre service. Voilà, c'est très bien. Ces personnes vous laissent leurs coordonnées, nom, prénom, adresse mail, on va dire. Et vous avez par exemple l'obligation de stocker ces données sur un serveur qui est hébergé, je crois, dans l'Union européenne. Donc si par exemple vous utilisez un outil d'emailing où les serveurs sont aux États-Unis, légalement, en fait, vous n'êtes pas en conformité et vous risquez d'avoir peut-être des pénalités. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Et il y a plein comme ça de petites choses. Alors, je dis pas qu'il faut non plus se prendre trop la tête avec ça au début. Je veux dire, il faut au moins en avoir conscience et petit à petit essayer de se responsabiliser là-dessus pour éviter d'avoir des problèmes. Parce que c'est vrai que ça serait dommage d'avoir un contrôle un jour et en fait, qu'on vous dise tout simplement, là, vous n'êtes pas en conformité. Les données de vos prospects et de vos clients sont hébergés à l'international, vous êtes hors RGPD, donc on va vous taper sur les doigts. Donc non, faites attention à ça, mais voilà, c'était un point que je voulais quand même noter parce que c'est vrai que finalement, peu importe l'activité, en fait, alors je vais parler d'un autre point juste après, mais peu importe l'activité que l'on fait, on peut avoir tendance à se dire que, vu que je suis sur Internet, finalement, j'ai pas besoin d'assurance civile, par exemple. J'ai pas besoin, il va pas m'arriver grand chose, en fait, hein. C'est un petit peu le problème d'Internet. C'est d'ailleurs, un peu, par ce biais-là que sont nés un peu les trolls du web. C'est toutes les personnes un petit peu qui vont comme ça se moquer des gens, insulter, ou même troller une communauté, parce que, on se dit derrière notre ordinateur, on est protégé. Eh bien, en fait, c'est totalement faux. Parce que, tout ce que vous faites sur Internet aujourd'hui est contrôlé. Je pense que je ferai un jour un
podcast dédié à l'anonymat sur le web et la cybersécurité. C'est un domaine que j'adore. Et en fait, oui, vous êtes certes derrière votre ordinateur, mais tout ce que vous faites laisse une trace indélébile sur le web et c'est très difficile après de masquer ça. Donc et c'est pareil, si vous avez des problèmes. Alors, responsabilité civile, je l'ai cité juste avant, effectivement, vaut peut-être mieux aussi parfois penser à s'assurer au cas où. Voilà, vous avez par exemple un client, je sais pas quel exemple je pourrais trouver, mais voilà, par exemple, vous donnez des conseils financiers à quelqu'un sur Internet alors que vous n'avez pas réellement le droit. Voilà, vous n'avez pas de certification AMF, vous n'avez pas certaines certifications obligées normalement pour fournir des conseils financiers. Derrière, cette personne perd beaucoup d'argent à cause de vous, entre guillemets. Vous pouvez, après, on peut porter plainte contre vous et vous pouvez risquer gros. Donc c'est quand même important aussi de le prendre en compte et de savoir se protéger aussi. C'est pas parce qu'on travaille sur Internet que nous sommes en fait totalement protégés, totalement, je dirais pas insensibles, mais voilà, on n'a pas une immunité lorsqu'on travaille sur Internet. Justement, ça peut peut-être être bien pire dans certains cas. On va passer au 7e point, et le 7e point, j'avais envie de parler de référencement. Donc des problèmes de référencement. Il peut être difficile pour les entreprises en ligne d'obtenir une bonne position dans les résultats de recherche, ce qui peut réduire la visibilité de leur entreprise. Alors ça, c'est aussi un point qui est assez important. Je vais essayer de pas faire trop long parce qu'il reste encore 3 points après celui-là, et j'aimerais après conclure quand même sur ce podcast. J'essaie de rester, voilà, au niveau des podcasts, moi je sais que 1 heure, je trouve que c'est bien. Pourquoi ? Parce que plus d'1 heure en termes d'attention, je pense que ça peut être plus compliqué après que vous restiez concentré pendant plus d'1 heure. C'est vrai que ça a été prouvé, il y a des études assez récentes, j'ai pas les chiffres sous les yeux, une fois de plus, mais ça a été prouvé qu'on a de moins en moins d'attention. Merci TikTok, merci les formats courts d'ailleurs qui sont, on va dire, des réducteurs d'attention, mais c'est compliqué en fait de captiver et de rester concentré sur des périodes au-delà de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, ça commence à être assez compliqué. Donc moi voilà, 1 heure, je trouve que c'est bien, c'est un format qui est bien, j'ai pas vraiment envie de dépasser. Voilà, donc c'était le petit aparté comme ça qui sort un peu de nulle part, mais voilà, je tenais à le préciser. Donc revenons à nos moutons et justement revenons au problème de référencement. Et voilà, comme je l'ai dit, en fait, ça peut être difficile pour des entreprises en ligne d'obtenir une bonne position dans les résultats de recherche. Eh bien, ça renvoie directement au premier point, en fait, par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, il y a des personnes sur le web qui sont en place depuis des années, voire même certains depuis plus de 10-15 ans, dans des thématiques, et ils sont très très bons là-dedans. Donc vous arrivez en 2023, c'est bien, vous avez toute la motivation du monde, vous voulez lancer un business dans telle ou telle chose, vous lancez votre truc, et puis au final vous vous rendez compte que jamais en fait vous n'arrivez à être en première page Google, jamais vous n'arrivez à faire connaître votre entreprise, et ça ça peut être un vrai problème, effectivement. On pourrait faire la comparaison avec le petit restaurant, par exemple. Le petit restaurant qui veut s'ouvrir dans une ville où il y a déjà un restaurant qui est en place, qui a pignon sur rue, et le petit restaurant qui veut s'installer à côté, qui est tout nouveau, eh bien... voilà, les gens vont peut-être le regarder comme ça par curiosité, mais ils vont pas forcément s'arrêter. Eh bien, c'est un peu pareil, en fait. C'est un peu pareil. Il faut réussir à régler ces problèmes de référencement, assez rapidement, puisque après, clairement, il faut réussir à s'insérer, à s'intégrer, en fait, à un endroit où la concurrence est très rude, où c'est compliqué d'avoir une place assise alors que tout le monde est déjà assis et tout le monde est déjà en place. Donc voilà, alors il y a plein après de stratégies, déjà maîtriser quand même les bases, on va dire, du référencement, même si c'est pas forcément une compétence que vous voulez développer, il faut quand même connaître quand même les rudiments du référencement sur Internet, savoir comment optimiser un texte, comment optimiser son site, un minimum quand même, connaître un minimum tout ça. Et puis ensuite, souvent, ça rejoint un peu le premier point, c'est d'essayer d'être un peu anti-concurrentiel.
plutôt que d'essayer de rattraper quelqu'un qui est en place depuis 10 ans, eh bien c'est beaucoup plus pertinent de se nicher, de se spécialiser, de faire un peu différent. J'écoutais un podcast très intéressant sur les LCD, donc les locations courte durée. Et aujourd'hui, si vous voulez faire par exemple de la LCD en ville et que vous êtes sur Paris, Lyon, Marseille, enfin des villes où il y a quand même beaucoup de concurrence, où il y a beaucoup de personnes qui ont déjà plein de petits logements en LCD, eh bien un moyen de se démarquer, c'est pas forcément de faire le même logement alors qu'il en existe déjà 50 comme ça, ou voire même plus, hein, peut-être même 200. L'idée, c'est justement en fait de partir sur des thématiques, partir sur une thématique, par exemple faire un Airbnb spécial jeux vidéo. Voilà. Alors ça, c'est un délire, hein, c'est une idée que je vous donne comme ça, mais justement en fait de se nicher, faire un Airbnb dans une thématique d'un film, d'une série, dans une thématique, dans une activité, dans un sport, dans peu importe. Et en fait, vous allez directement, en fait, vous allez couper l'herbe sous le pied à tous les concurrents et vous allez vous nicher. Et ça, voilà, c'est un petit peu osé, mais ça peut être un moyen de vous démarquer et d'avoir un vrai référencement. Donc voilà, je faisais cette comparaison avec la LCD, mais je trouve que clairement, je trouve qu'elle est assez viable. Et c'est un moyen, bien, de squeezer comme ça, de couper vraiment la concurrence et d'arriver à se référencer. C'est beaucoup plus facile de se référencer sur le mot-clé. Reprenons l'exemple de la LCD. C'est beaucoup plus facile de se référencer sur Airbnb Paris jeux vidéo plutôt que Airbnb Paris. Airbnb Paris, il y en a combien d'Airbnb sur Paris? Je vous laisse aller voir. Je pense qu'il y en a un paquet. Alors que vraiment d'essayer d'avoir un petit Airbnb un peu spécialisé, un peu dans une thématique, un peu style un peu rétro-futuriste, enfin, je sais pas, ça peut être sympa, voilà, enfin, c'est un concept à réfléchir. J'ai peut-être donné une idée là à des auditeurs du podcast, donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me partager ça si vous le faites. En tout cas, je serais très curieux de voir ça. Donc on va passer au 8e point et alors c'est un point qui est un petit peu différent, mais je l'ai mis manque de visibilité physique. Les entreprises en ligne peuvent manquer de visibilité physique, ce qui peut rendre plus difficile pour les clients de trouver et de se rappeler de leur entreprise. Alors pourquoi j'ai mis ce point là? Déjà parce que j'en voulais 10, hein, donc fallait quand même que j'aille chercher des idées. En fait, quand on a une entreprise en ligne, effectivement on est sur internet. Et finalement, on n'est pas connu physiquement. Voilà. Moi, je vais donner mon exemple. Je suis donc entrepreneur sur le web depuis 2018. J'ai créé Cyber Indépendant début 2019. J'ai fait plus de 1 million, je sais plus combien de vues sur Internet. Tous les mois, je fais en moyenne en ce moment 30 000 vues sur mes vidéos. Je veux dire, voilà, j'ai pas une grande notoriété par rapport à ma thématique. J'en suis content. Moi, j'en suis vraiment très très fier. Jamais un jour je me serais dit d'atteindre 30 000 abonnés quand j'ai lancé mon business. Au début, mon objectif c'était de me dire 1000 abonnés. Ça serait vraiment incroyable d'avoir ces 1000 abonnés. Et puis finalement, 1000, 10 000, 15 000, 20 000. Là, on est bientôt 30 000 et franchement, voilà, c'est vraiment c'est dingue. Mais pour autant, c'est bien d'avoir cette petite notoriété dans ma thématique, mais autour de moi, les personnes se demandent encore ce que je fais. Les personnes se disent mais qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que je vois quelqu'un, quelqu'un me demande mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, je lui dis je travaille sur internet, voilà, je suis entrepreneur sur internet, je crée du business en ligne, je fais des business en ligne. Voilà, si je creuse un peu la question, je peux éventuellement citer la chaîne YouTube, mais ça s'arrête là. Mais en tout cas, personne ne sait réellement ce que je fais. Et ça, si vous êtes dans ce cas-là, si vous lancez votre entreprise sur Internet, je pense que beaucoup de personnes autour de vous déjà vont se poser des questions, mais surtout vont pas réellement savoir ce que vous faites, quoi. Ils vont être là, ils vont se dire ah bon, ils travaillent sur Internet, d'accord. En fait, on a un vrai manque de visibilité physique. C'est sûr que quelqu'un qui va ouvrir une entreprise physique à côté de chez lui, il va tout de suite être perçu comme un entrepreneur, alors que quelqu'un qui fait juste du business en ligne va pas être totalement perçu comme un entrepreneur. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, que je peux être encore amené à vivre
à vivre encore. J'ai décidément, alors je vais essayer de régler ça, hein. Comme j'ai dit au début de ce podcast, j'ai changé mon logiciel pour faire justement les podcasts, hein. Je suis passé avec GarageBand pour la petite information, je voulais tester, mais le problème c'est que eh bien il me verrouille quand même mon ordinateur, donc ils auraient dû quand même mettre une option qui permet au logiciel de bloquer le verrouillage, parce que je suis obligé comme ça à chaque fois de le déverrouiller manuellement, donc c'est un petit peu embêtant. Voilà, je réglerai ça pour la prochaine fois. Donc pour revenir à ce point-là, voilà, c'est vrai que je trouve qu'on a un manque de visibilité physique lorsqu'on a une entreprise sur Internet, lorsqu'on a un business en ligne. Parce que notre marché, notre secteur d'activité, nos clients, ils vont se faire principalement sur Internet. Alors après, vous pouvez aussi avoir une agence web, travailler avec des artisans, des entreprises locales, aller aider au développement de leur activité. Ça, vous pouvez le faire. Et vous aurez finalement un peu plus de visibilité physique. Mais si vous travaillez que sur Internet, pensez-y, hein. Vous allez, moi je l'ai vécu, hein, donc je vous le dis, vous allez être vu. Enfin, on va pas vous associer à un entrepreneur physique, hein. L'artisan, l'entrepreneur du coin qui a lancé son magasin ou sa boutique sera lui beaucoup plus vu comme un entrepreneur que vous qui travaillez sur le web. Enfin moi c'est ce que j'ai vécu. Donc voilà, bon ça me dérange pas parce que je sais ce que je fais, mais voilà, ça peut être quand même un petit peu, au début on peut se dire ah ouais mais voilà, on va plus demander conseil à quelqu'un qui a lancé son entreprise physique. Des conseils même sur Internet, hein, c'est ce qui est dingue, parce que vu qu'il a une entreprise physique, forcément c'est un entrepreneur parce qu'il a une entreprise physique, alors que quelqu'un qui est que sur Internet, voilà, c'est que Internet, c'est pas pareil. Donc ça, voilà, c'est un petit point que je voulais vous citer. Ensuite, on va passer au 9e point, c'est au niveau de la confiance. Difficulté à établir la confiance. Alors ça rejoint un petit peu un point précédent, mais je voulais revenir un peu là-dessus. Les entreprises en ligne peuvent avoir plus de difficultés à établir la confiance avec les clients en ligne, ce qui peut rendre le plus difficile la conversation des prospects en clients. La conversion, pardon, pas la conversation, même si la conversation, c'est quand même un petit peu lié entre les deux. Alors, pourquoi j'ai parlé de ce point-là ? Eh bien, en fait, ça rejoint un peu tous les points qu'on a vus ensemble juste avant. Eh bien, c'est que lorsqu'on est sur le web, déjà, on n'est pas forcément perçu comme un entrepreneur physique. Enfin, il y a une vraie différence. Moi, je l'ai clairement ressenti depuis le tout début, même encore aujourd'hui, même si je présente ma chaîne YouTube. Voilà, il y a quand même un peu de différence. Mais en plus de ça, eh bien, le web, d'à côté, le web rapproche les gens d'une certaine manière grâce à tous les outils. On peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde comme ça en quelques clics. Pour ça c'est juste génial finalement, mais ça éloigne les gens sur le côté proximité, sur le côté échange, et ça c'est un peu le problème. C'est un peu le problème du web, et justement si on n'a pas cette proximité là, eh bien c'est compliqué des fois d'établir une relation de confiance. C'est compliqué de vraiment trouver de partenaires, parce que le web pourrait vous permettre de trouver des milliers de partenaires business, c'est pas un souci. Mais par contre, de vrais partenaires auxquels vous avez réellement confiance, moi en fait, je m'aperçois que c'est beaucoup plus compliqué. Et les seules personnes en qui j'arrive réellement à avoir confiance dans le business, c'est les personnes que je connais physiquement. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais citer ce point-là. Je trouve assez compliqué de tisser des relations de confiance avec des personnes qu'on connaît uniquement sur Internet. Et je pense que c'est important après, si vraiment vous voulez faire des partenariats, monter une activité avec quelqu'un, d'essayer, je pense, de le rencontrer en réel, de le connaître en physique. En fait, de recréer un petit peu ce côté physique qu'on a perdu avec le web, de revenir un petit peu à ça, de revenir en contact humain. Et comme ça, de gagner en confiance, de gagner la confiance envers un partenaire. Donc un partenaire business. Donc c'est pour ça, je voulais revenir un peu sur ce point. Alors en plus d'être vu parfois comme un débile du web, hein, en plus d'avoir une grosse concurrence et tous les autres points que j'ai pu vous citer avant, c'est vrai que ça peut être parfois difficile de faire confiance. En plus, je vous renvoie également à mon podcast précédent qui est sorti il y a 2 semaines sur les fake entrepreneurs. C'est pareil, hein, tout ce qu'on peut voir sur Internet, tout ce qui est modifié, tout ce qui est toujours un peu tout le storytelling en fait qui est toujours fait pour nous faire rêver, alors que dans les faits c'est très souvent c'est tiré par les cheveux. Donc si on rajoute un petit peu ça, voilà, c'est
les gens peuvent mentir dans le physique, hein. Je dis pas, vous pouvez voir quelqu'un avec une très belle voiture, toujours très bien habillé, et cette personne en fait peut avoir une entreprise qui fonctionne plus du tout, elle peut être endettée jusqu'au cou et avoir de vrais problèmes. Alors que pourtant, physiquement, voilà, vous la voyez, elle paraît avoir une super situation, le sourire jusqu'aux oreilles. Mais il y a quand même une différence avec la réalité en fait. Et ça, voilà, ça arrive à beaucoup de personnes. Et bien sur le web, c'est encore pire parce que là, sur le web, on peut vraiment tout créer, tout modifier. Un commentaire d'insulte, ça peut être supprimé. Enfin, je veux dire, tout peut être rendu meilleur. Et je vous ai donné il y a 2 semaines le guide pour devenir le parfait fake entrepreneur. Mais en fait, tout le monde peut se créer une vie parfaite, une vie magnifique sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec les filtres, avec l'IA. Même aujourd'hui, hein, vous pouvez vous transformer complètement avec l'IA. C'est juste dingue. En 2 clics, vous pouvez vous ajouter des plus grosses épaules, des plus gros bras, des abdos saillants, et mettre ça sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, hein, vous pouvez aller passer 2 jours en Thaïlande, vraiment ultra ric-rac niveau budget. Vous louez une voiture de luxe pendant 5 minutes, pas plus, vous vous mettez devant, et puis voilà, vous pouvez vous inventer une vie. Et ça, c'est compliqué lorsqu'on a conscience de tout ça, de faire encore plus confiance aux gens derrière, parce qu'on peut se dire ouais, mais en fait cette personne c'est un mytho, il me ment complètement, il a pas du tout la vie qu'il annonce. Donc voilà. En tout cas, la confiance, je trouve que c'est assez compliqué à atteindre, à obtenir sur le web, contrairement au physique, aux relations physiques, où là c'est quand même un peu plus facile, je trouve. Et on va passer maintenant, j'allais dire déjà, mais non, ça fait déjà 45 minutes, oui, déjà, ça passe quand même vite. Le 10e point, et qui est un point, on va dire, qui est le point, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, hein, c'est clairement le point le plus important de tous les points que j'ai cités auparavant. Je voulais vraiment finir par un truc, voilà, un truc vraiment coriace, un truc vraiment vénère. C'est le besoin de compétences en marketing en ligne. Les entreprises en ligne ont besoin de compétences en marketing en ligne pour promouvoir efficacement leur entreprise et atteindre leur public cible. Et clairement, si aujourd'hui vous voulez entreprendre sur Internet en 2023, et mon ordinateur s'est encore verrouillé, merci le logiciel, voilà, c'est bon, c'est résolu. Si aujourd'hui, en 2023, vous souhaitez lancer une entreprise sur Internet qui va fonctionner, dans laquelle vous allez obtenir des résultats pour en vivre, pour atteindre tous vos objectifs de vie, il va falloir vraiment vous former dans le marketing en ligne, et ça, c'est indispensable. Alors, c'est pas en plus que marketing, il faut même aller encore plus loin. Il va falloir vous former dans le package complet business en ligne. En fait, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que c'est littéralement un vrai job, c'est littéralement un vrai métier. Arriver comme ça sur le web et se dire en 1 heure je vais gagner 10 000 euros en 1 heure, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors je sais qu'il y a des vidéos de certaines personnes, je vais pas citer, mais il y a des vidéos que je déteste énormément sur Internet. Les vidéos, vous savez, toutes les vidéos où comment gagner 1000 euros en 5 minutes, ce genre de trucs qui sont en fait des bullshit vidéos. Clairement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que le web est finalement accessible que tout le monde peut se lancer un peu sur le web, que vous êtes caché derrière votre ordinateur, que vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, que vous n'êtes pas obligé de faire ci, de faire ça. Ce n'est pas parce que tout ça est possible que forcément derrière c'est facile et que vous allez réussir. Il faut de vraies compétences dans le marketing en ligne, dans le business en ligne. Il faut maîtriser les outils du web. Déjà maîtriser un poste informatique, déjà c'est la base. Maîtriser un ordinateur, que ce soit Mac ou Windows ou même Linux, il faut quand même maîtriser un minimum l'outil web, maîtriser un minimum la connexion Internet. Si vous savez pas ce que c'est le Wi-Fi par exemple, ce qui est un réseau Wi-Fi, bon voilà, c'est pareil. Le jour où vous voulez travailler quelque part, voilà, il faut connaître tout ça. Il faut savoir que si vous branchez un ordinateur sur un écran, l'image est transposée et que vous avez plusieurs réglages à faire. Alors je dis ça, hein, ça peut paraître idiot pour certaines personnes, mais il faut savoir que tout le monde ne sait pas tout en fait. Hein. Enfin, je veux dire, faut se mettre des fois à la place des gens. Les gens ne savent pas tout. Il faut maîtriser donc déjà l'outil informatique, le web, et après il y a tout le cheminement. Alors il faut déjà
maîtriser le travail que vous allez faire sur Internet, le job, l'activité en ligne. Si vous êtes formateur, eh bien maîtrisez quand même le sujet sur lequel vous allez créer du contenu. Si vous êtes coach, c'est la même chose. Si vous êtes prestataire de services, c'est pareil. Les services que vous allez créer, les services que vous allez faire pour des clients, il faut que derrière vous sachiez les faire. Si demain vous lancez un microservice ou un service sur la création de sites web et que vous ne savez pas ce qu'est WordPress, ou que si je vous parle de HTTP ou si je vous parle d'hébergement web, vous ne savez pas ce que c'est, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Je pense pas. Donc c'est pareil, il faut vraiment en fait maîtriser ça. Et ensuite, maîtriser les bases du marketing, savoir ce qu'est le copywriting, maîtriser un minimum les leviers de vente, maîtriser les bases du marketing, maîtriser tous ces outils-là pour vendre. Et après, en plus de ça, vous aurez besoin de connaissances en comptabilité, des connaissances un petit peu en juridique par rapport à votre micro-entreprise ou à votre entreprise, des connaissances après dans tout ce qui va être service client, tout ce qui va être assistance, relation client. En fait, il y a énormément de choses à maîtriser et c'est clairement pas facile pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Quand on voit la montagne de choses qu'il faut apprendre et maîtriser, c'est pas juste un job, vous allez arriver, on va vous dire de faire ça et vous allez faire tout le temps le même geste du matin au soir. C'est pas ça. Le web, c'est quand même créatif, il faut être surtout très polyvalent en fait. Je pense que c'est le bon mot pour conclure ce 10e point. C'est la nécessité d'être polyvalent et je dirais même d'être l'expert de la polyvalence. Il faut savoir tout faire. Ça, c'est clairement maîtriser les ads aussi. Je viens d'y penser, mais maîtriser les ads. Pareil, si vous voulez faire de la publicité. Maîtriser le SEO, si vous voulez mettre en avant votre site et vos services. En fait, il y a tellement de choses à maîtriser que ça requiert beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Alors là, je sais qu'on pourrait me dire, ouais, mais attends, t'es un peu dur parce que tout ça, ça se délègue. Oui, bien sûr, vous pouvez déléguer tout ça. Mais pour bien déléguer quelque chose, il faut connaître un minimum la chose que l'on souhaite déléguer. Et au début, je suis désolé, mais vous n'avez pas le choix. Il va falloir apprendre beaucoup de choses. Il va falloir maîtriser pas mal de choses, un minimum, avant de déléguer. Sinon, après, déléguer quelque chose auquel vous ne connaissez rien, c'est pas bon. Derrière, on ne sait pas ce que la personne peut faire. Donc, c'est important de quand même maîtriser les bases. Et voilà, c'est un indispensable. Donc, en tout cas, le mot d'ordre, c'est la polyvalence, qui est vraiment un point primordial si vous souhaitez entreprendre sur Internet en 2023. Alors, je vais pas revenir sur tous les 10 points, parce que j'ai pu revenir un petit peu juste avant, mais un petit peu, alors comme ça, à chaud, pour conclure, est-ce qu'entreprendre sur Internet en 2023, c'est la pire idée? Est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui de lancer votre activité, comme on pourrait dire, sur le web 2.0, donc le web que l'on connaît encore actuellement, même si on entend parler du web 3.0 avec la blockchain, les NFT, la crypto-monnaie. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'entreprendre sur Internet en 2023 ? Je vais faire un petit peu comme le podcast avec l'intelligence artificielle. Comme ça, je vous laisse un petit peu juger par vous-même. Oui et non. Oui et non. Alors d'un côté, oui, parce que je vous ferai, je pense, vraiment un podcast. Alors je vais voir par rapport à l'appréciation de celui-ci si ça vaut le coup de vous faire un autre podcast sur les 10 points positifs pour entreprendre sur Internet. Est-ce que vraiment ça vaut le coup aujourd'hui, en 2023, de lancer son activité ? Je dirais, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'étendre sur ce point-là quand même, parce que si je fais un podcast dessus, j'ai pas envie de trop me répéter. Mais en tout cas, moi je suis convaincu que c'est toujours une excellente idée. En fait, quand même, sur certains points, j'ai dit oui et non, donc il y a quand même des points négatifs. Ça reste quand même une excellente idée en 2023, puisque le web, finalement, n'a pas de date de péremption. Quoi qu'on dise aujourd'hui, on voit comment les choses évoluent aujourd'hui, on voit comment cet ordinateur décidément aujourd'hui, lui par contre voilà, là comme on peut le voir, entreprendre sur le web, maîtriser son outil informatique, là aujourd'hui ça va pas du tout. Donc alors moi je dirais oui, ça vaut quand même le coup d'entreprendre sur Internet en 2023, puisqu'il y a toujours énormément de choses à faire. En fait, le web évolue énormément et dans certaines thématiques aujourd'hui, il y a du gros potentiel. Alors que dans d'autres, il y a un certain ralentissement. Donc moi, je dirais oui. Voilà, je vais pas aller plus long sur ce point-là, mais voilà. Alors après, pour revenir au point négatif,
effectivement oui, si vous voulez entreprendre aujourd'hui sur Internet, il va falloir avoir conscience de la concurrence. Il va falloir vous dire que la concurrence, elle est là. Si vous voulez vous exposer au national, sur un marché national, il va falloir vous mesurer à la concurrence. Donc soit d'être meilleur que tout le monde, soit d'être différent. Trouver des moyens d'être différent. Ensuite, il faut prendre en compte la certitude économique. Aujourd'hui, un business en ligne, ça peut fonctionner, ça peut après ne plus fonctionner, après ça peut exploser, ça va être les montagnes russes, hein. Clairement, hein, moi en 4 ans et demi, 5 ans que je suis sur le web, il y a des mois où c'est dingue, il y a des mois où c'est pas ça. J'ai pas un salaire fixe tous les mois, c'est pas très cadré finalement, même si mes revenus sont pérenne quand même depuis maintenant que 4 ans que je me suis lancé, hein, 3 ans et demi, 4 ans que j'ai des revenus qui sont réguliers, je sais à peu près en prévisionnel combien je vais avoir. Pour autant, il y a des mois où c'est plus compliqué que d'autres en termes de revenus. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Il faut prendre aussi les coûts cachés, que ça peut entraîner le web, comme on l'a vu ensemble. Il y a des coûts cachés qui peuvent arriver assez rapidement. Un logiciel, d'un coup vous arrivez un matin, votre logiciel est bloqué. Mince, pourquoi ? En fait parce que vous avez dépassé votre quota de tunnels de vente, votre quota d'abonnés, votre quota de personnes abonnées à votre mailing list, et va falloir prendre la formule au-dessus. Et là, mince, ça fait 300 € à sortir en plus. Voilà, donc ça peut aussi être pris en compte. Il y a aussi le manque de contact avec les personnes physiques, donc le manque de relationnel, de passer tout le temps chez soi finalement. Donc après, je pense que c'est important, dès que possible, de sortir, d'aller à la salle de sport, de rencontrer d'autres personnes. La dépendance à la technologie, la nécessité vraiment de maîtriser l'outil du web, maîtriser quand même les bases d'internet, le web, l'utilisation d'un ordinateur, d'un Mac, d'un Windows, la responsabilité que l'on a aussi en tant qu'entrepreneur sur internet. C'est pas parce qu'on travaille sur le web que on n'est pas responsable de la protection des données de ses clients, on n'est pas responsable de leur service après-vente. Il y a tout ça à prendre en compte. Le référencement aussi, pareil, il faut réussir à se faire connaître, ça rejoint le premier point. Le manque de visibilité physique, c'est pareil, hein, on va pas forcément être bien vu en tant qu'entrepreneur, on va pas forcément être connu aussi, hein, vous pouvez avoir votre activité sur le web depuis 5 ans et personne autour de vous peut vous connaître. Donc, alors que sur Internet, vous êtes connu. Ça peut être quand même assez dingue. Vous pouvez aussi avoir des problèmes à avoir de la confiance avec les gens, comme j'ai dit juste avant. Tisser des relations de confiance avec des personnes, avec des partenaires de business, ce genre de choses. Donc c'est pareil, ça peut être compliqué. Et puis surtout, la polyvalence, il va falloir être très polyvalent, il va falloir travailler. Ça requiert un investissement de lancer son entreprise sur Internet qui est assez énorme. Faut savoir en plus derrière que lorsqu'on est par exemple micro-entrepreneur, on n'a pas de parachute derrière. Il y a personne qui va nous tenir la main et nous dire fais comme ça, fais comme ci. Il y a pas de formation, il y a pas d'aide, il y a pas de conseils, hormis les conseils que vous pouvez trouver sur Internet évidemment. Mais on va pas vous tenir la main et on va pas vous aider. Vous êtes un petit peu tout seul finalement lorsque vous entreprenez sur Internet. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde. Il n'y a pas non plus de congés payés. Vous pouvez pas vous dire aujourd'hui je suis pas bien, je suis un peu malade, ce qui était mon cas. Je pose ma journée. Non, en fait, si vous avez du boulot, si vous avez des clients, si vous avez des deadlines à respecter, il faut y aller, il faut les respecter parce que au bout d'un moment vous êtes obligé de le faire. Donc il y a tous ces éléments là aussi à prendre en compte et j'aurais quand même pu en prendre encore d'autres, des éléments. Mais bon, ça fait déjà pas mal, hein. On est à 1 heure de podcast, on est à 10 points sur entreprendre sur Internet. Est-ce que c'est la pire idée ? Donc voilà, pour conclure, je dirais oui et non. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième partie sur les points positifs d'entreprendre sur Internet en 2023. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de points positifs. Le but, c'était pas de les citer. Le but de ce podcast, c'était essayer finalement de prendre le côté négatif de la chose, de se dire est-ce que c'est la pire idée et pourquoi ça serait potentiellement la pire idée. Donc n'hésitez pas à me le dire, vous pouvez me contacter sur les différents réseaux, si vous regardez ce podcast, si vous l'écoutez sur YouTube, vous pouvez mettre un commentaire, c'est assez facile. Si vous êtes sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas aussi, alors vous pouvez pas mettre de commentaire, mais vous pouvez m'envoyer un petit mail, vous avez mon email normalement qui est juste en dessous de ce podcast, donc n'hésitez pas. Et puis pour terminer, surtout le petit instant promo, j'aurais dû le faire au milieu du podcast normalement, mais bon, je ne l'ai pas fait
Pensez à vous abonner, peu importe le réseau sur lequel vous écoutez ce podcast. Donc si vous êtes sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, pensez à vous abonner, mettre un pouce si vous êtes sur YouTube, un pouce bleu, à vous abonner sur la chaîne YouTube, un petit commentaire, voilà, la petite cloche de notification aussi sur YouTube si vous voulez recevoir toutes mes prochaines vidéos et tous mes prochains podcasts. N'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, ça prend 10 secondes, même pas, ça prend 2 secondes, et au moins comme ça, eh bien ça permet de soutenir mon travail, ça permet de soutenir tout ce que je fais, hein, les podcasts, les vidéos, bref, tout ce qui est un petit peu autour. Ça fait plaisir, ça encourage, et surtout, ça vous coûte rien, et voilà, ça permet de soutenir le travail d'un créateur qui vous plaît. Merci de m'avoir écouté, et puis moi, je sais pas si vous entendez là, mais non, vous entendez pas? Si je tape comme ça, non. J'ai un thé, ça me fait du bien. J'ai plus de gorge là. Voilà, j'étais un peu malade comme j'ai dit au début de ce podcast. Donc voilà, je vais m'arrêter un petit peu. Je vais upload le podcast. Je vais reposer ma voix. Ça va faire du bien. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Merci de votre écoute et surtout à votre succès.